Bonjour, je m'appelle Florence Thune, je suis directrice de SIDAction. Et donc, comme toutes les personnes qui vont intervenir au cours de cette restitution, je vis avec le VIH depuis 28 ans. Enfin, tout le monde ne vit pas avec le VIH depuis 28 ans, mais on vit avec le VIH voilà, depuis plusieurs années. Et on va voir que chacun va pouvoir se présenter au fur et à mesure des interventions. Vous allez voir, ça va être très riche. Alors, on vient un instant donc de clôturer, juste avant que voilà, les personnes qui sont plus récemment rentrées dans la salle, on vient de clôturer les états généraux des personnes vivant avec le VIH. Alors, nous avons fait le choix de le faire dans un lieu symbolique à plusieurs titres, puisque vous verrez, nous parlerons beaucoup de santé, de solidarité et de travail. Je crois que j'ai un peu inversé par rapport au titre officiel, mais en tout cas, on a beaucoup parlé de ces trois thématiques. Alors, en 2017, au moment où sortait le film 120 battements par minute, à cette occasion, une très grande partie des acteurs et actrices politiques, jusqu'au plus haut sommet de l'État, n'ont eu de cesse de rappeler à quel point les militants de cette époque étaient des héros. Depuis, les héros qui ont survécu à ces années terribles, dont beaucoup ont eu des parcours de santé et de travail chaotiques, ont été remerciés par une dégradation de leurs droits sociaux, par des temps d'indemnisation plus courts de leur période de chômage et par un recul de la date à laquelle ils pourront profiter de leur minimum vieillesse. Alors, à l'heure où on nous laisse entendre que le VIH, ce n'est plus un problème, que tout n'est que luxe, calme et volupté, nous nous sommes dit qu'il était temps de reprendre la parole et de la faire entendre. Sur une initiative de aide, un collectif composé de personnes séropositives et séronégatives, représentant 10 associations et 2 sociétés savantes, ont co-construit le programme de ces 2 jours des États généraux. Les thématiques abordées ont été définies à partir d'un premier recueil des besoins auxquels ont contribué plus de 300 personnes, en répondant à un questionnaire en ligne et en participant à des ateliers. Ce sont l'ensemble de ces contributions qui ont permis de définir les thématiques abordées durant ces 2 jours et sur lesquelles nous avons élaboré un certain nombre de recommandations pour faire progresser la lutte contre le VIH, mieux lutter contre les multiples discriminations et améliorer les conditions de vie des personnes concernées. Des recommandations adressées à nous-mêmes, à nos communautés, aux professionnels de santé et à d'autres champs parfois, et aux associations et organisations et aux institutions publiques et politiques. Je passe la parole à Christophe. Merci Florence. Bonjour à toutes et tous. Je suis Christophe Martet et président de Paris Sans Sida. Alors, on est vraiment fatigué, mais bien fatigué, mais voilà, bref. Donc, si on craque un peu ou qu'on, bref, ne nous en voulez pas. Je suis gay et une personne vivant avec le VIH, mais je préfère me présenter en disant PD et séropo. Pour garder la charge symbolique de ces mots, pour ce qu'ils disent de l'histoire de cette épidémie, faite de beaucoup de rejets, pour repolitiser nos luttes, comme ça a été dit pendant ces États généraux. Alors, ça fait 40 ans que je vis avec le VIH, une vie riche de rencontres, d'amour, je pense à mon mari, solo, d'obstacles, d'échecs et de victoires. Il n'y a pas que le VIH dans ma vie, dans notre vie, comme ça a été dit souvent pendant ces États généraux, pendant ces 2 jours, mais le VIH est là et je vieillis avec. Alors, ces États généraux des personnes vivant avec le VIH 2024, ça me rappelle ceux de 2004, j'y étais il y a 20 ans, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu un tel événement, et je veux vraiment remercier Aide, SIDAction et tout le comité d'organisation de ces 2 jours qui nous a réunis à côté de Paris pour avoir réussi justement 20 ans après la participation de personnes vivant avec le VIH aussi divers. Des hommes et des femmes, cisgenres et trans, gays et hétéros, beaucoup de personnes noires, des personnes venant de tous les territoires, dont les dom-toms, des personnes de tous les âges, des jeunes et des vieux séropos, comme moi. J'ai été frappé et ému par le fait que des personnes très récemment infectées participent à ces États généraux. Je leur souhaite, ainsi qu'à toutes les participants et les participants, une longue et belle vie. Alors, ce que j'aimais entendre pendant ces États généraux, c'est quelqu'un qui dit « Nos échanges me montrent que je ne suis pas seul ». Une autre personne qui dit « Je ne pensais pas atteindre 60 ans ». Ce qui m'a un peu rendu triste et en colère d'entendre, c'est quelqu'un qui disait « J'ai eu 8 ans d'allocation AH, d'allocation adulte handicapé, et aujourd'hui, c'est autant d'années perdues à la retraite ». Ou quelqu'un qui disait « À l'annonce de ma séropositivité, j'ai voulu me jeter d'un pont ». Alors, sans aller beaucoup plus loin, parce que vous allez voir, la table ronde qui va suivre va vous présenter les recommandations des personnes vivant avec le VIH, je dirais que ces 2 jours, ça a été un maelstrom d'émotions. Bref, et donc je remercie vraiment les participants et les organisateurs. Et avant de présenter... Alors, on me dit dans l'oreillette que la ministre de la Santé n'est pas là. Bon, super.
que le ministre délégué à la Santé n'est pas là non plus. Super. Donc visiblement, les personnes VIH, ça ne les intéresse pas beaucoup. Mais bref. Mais il y a des gens très bien qui sont là. Et donc, je laisse la parole... Ah bah déjà, nous, on est très bien. Mais je laisse la parole à Florence qui va vous présenter les personnes qui nous ont rejoints pour cette deuxième partie. Merci. On revient après, hein, on n'a pas fini de pleurer. Voilà, je remercie donc effectivement les personnes qui nous ont rejoints. Je crois qu'on a quand même des représentants de la Direction générale de la santé, des collectivités territoriales, je crois que la mairie de Paris, la mairie de Saint-Denis, voilà, sont parmi nous. Des agences sanitaires, des institutions publiques, alors encore en lien avec le VIH, un Conseil national du VIH, du sida et des hépatites, je pense que ça va bientôt être 2 mots qui vont disparaître. Je remercie également voilà, monsieur et mesdames les députés, je crois, et des sénateurs qui sont présents, les personnes des médias, bien sûr, et aussi les représentants de différentes associations qui effectivement nous ont rejoints, y compris en dehors du champ du VIH. Donc, l'objectif de cette table ronde, c'est donc que des personnes vivant avec le VIH vont vous apporter des recommandations, une partie des recommandations qui ont émergé pendant ce week-end. Donc, les recommandations, il y en a davantage qui vont être publiées par la suite. Donc, c'est une partie de ce qui a émergé. Et donc, ce sont des recommandations qui s'adressent au pouvoir public, aux associations et aux professionnels de la santé. Donc, il y avait 8 participants qui se sont donc proposés pendant ce week-end pour être porte-parole de l'ensemble des participants, des 160 participants, pour expliquer ce qui a émergé, ce que souhaitent les personnes vivant avec le VIH comme recommandation pour une meilleure vie avec le VIH dans les années à venir. Donc, moi, je suis Eva Sommerlath, directrice du comité des familles. Et je laisse... Merci. Bonjour à toutes et tous. Moi, c'est Lucas Vallet. Je suis militant à aide, administrateur de l'association aussi. Et je vis aussi avec le VIH depuis à peu près plus de 10 ans. Voilà. On va présenter aussi les participants. Alors, les 8 participants, ce sont donc... Il y a 4 binômes qui ont été formés sur des thématiques. Donc, il y a la thématique vie quotidienne avec le VIH. Je laisse le binôme se présenter. Alors Jean-Michel de la Guadeloupe et j'ai 29 ans de cohabitation avec le VIH. Je suis candidat de Marseille et j'ai une cohabitation avec le VIH, ça fait 41 ans. Donc il y a un autre binôme qui est donc sur la prise en soins tout au long de la vie. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Raphaël. Je suis italo-brésilien et j'habite en France depuis 2018. Et je vis avec le VIH depuis 13 ans. Bonjour, je suis Anne Lydie. Je viens de Montpellier et ça fait 24 ans que je vis avec le VIH. Il y a un binôme sur l'état du droit. Bonjour, moi c'est Cédric. J'ai 36 ans, je viens de Metz et ça fait maintenant 8 ans que je suis contaminé par le VIH. Bonjour, moi c'est Berthe, ça fait 4 ans que je vis avec le VIH. Et le dernier binôme, donc, qui va parler de la diversité des personnes vivant avec le VIH. Bonjour, je suis Lydienne, d'origine camerounaise. Ça fait 24 ans que je vis avec le VIH. Bonjour à toutes et tous, je suis Denis et ça fait 40 ans que je vis avec le VIH. Merci. Donc on a prévu quelques petites questions pour cette table ronde. Juste avant, je voulais quand même vous présenter des données
sociodémographiques concernant les états généraux qui se sont réalisés ce week-end. On avait eu une présentation en début de week-end de Dominique Costagliola sur l'épidémiologie du VIH en France, les différents visages du VIH. Et il nous tenait à cœur dans cet événement de représenter toutes les personnes qui sont un peu documentées par ces chiffres du coup, mais dans la réalité, dans ces états généraux, pour qu'on soit le plus exhaustif possible. Tu as la télécommande sur la table là. C'est Lucas, la petite télécommande. Merci. Ok, super. Du coup, c'était une pseudo-enquête qui a été démarrée quand les personnes arrivaient au week-end pour recueillir quelques informations. Donc on voit sur le pays de naissance sont divers et variés en termes d'origine du coup, avec aussi des personnes représentant l'Afrique subsaharienne qui représentent une bonne partie aussi de l'épidémie de VIH, et puis aussi des représentations des personnes des DROM-COM, comme vous pouvez le voir, Amérique du Sud et d'autres pays d'Europe, ainsi que le Moyen-Orient. Les régions d'habitation, on avait à peu près toute la France du coup avec nous. Je vous les passe un petit peu vite sur les données. Au niveau des âges, on avait aussi une représentation assez large, un public avec le VIH qui est vieillissant, donc on le voit sur ces chiffres-là aussi, et puis aussi des personnes représentant des jeunes contaminés aussi par le VIH. Au niveau des gens, donc vous pouvez le voir, il y avait une belle représentation aussi des femmes vivant avec le VIH au sein de ces états généraux. Au niveau de l'orientation sexuelle, donc comme vous pouvez le voir, on a aussi beaucoup de personnes hétérosexuelles dans ces états généraux qui parfois sont un peu invisibilisées par des luttes historiques qui ont été reprises par les populations gays. Donc du coup, ça nous tenait aussi à cœur d'avoir une belle représentation ce week-end-là. Les découvertes de séropositivité étaient aussi très variables, avec des âges de vécu avec le VIH de plus de 20 ans, ou comme au cours des 5 dernières années. Alors au niveau des professions, c'est assez varié aussi. On peut voir quand même une surreprésentation des personnes en emploi, mais aussi d'autres personnes dans des situations diverses, avec aussi parfois de la précarité inhérente en fonction de sa situation professionnelle. Ce qui se revoit aussi sur cette donnée d'aisance financière qui était à estimer par soi-même, du coup, si on était à l'aise ou pas du tout financièrement. Au niveau du logement aussi, vous pouvez le voir, quelques données sur la stabilité de logement ou d'autres types de logements. Il y avait une mission dans ces états généraux, c'était aussi de sortir que du milieu associatif et d'essayer d'avoir des personnes qui étaient éloignées des associations. Donc, bon, vous pouvez le voir, on voit quand même pas mal de personnes qui sont volontaires, donc ça montre aussi l'engagement des personnes séropositives dans la lutte. Mais il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas du tout en lien avec les associations, et ça a vraiment permis d'échanger, de parler de ce qui se passait dans les associations, qu'est-ce qu'on pouvait y apporter et qu'est-ce qu'on peut apporter encore en plus à la suite de ces recommandations qu'on va aborder. Voilà, du coup, je continue sur les questions de la table ronde en même temps. Enfin, à moins que vous ayez des... Je ne sais pas si on fait des questions tout de suite ou à la fin, par contre. Non, bah allez, à la fin, alors j'enchaîne. Ok, go. Du coup, on a découpé cette table ronde en 3 questions assez larges. Donc, la première, elle a été élaborée en fonction de verbatim, comme les autres questions, mais sur cette question-là de verbatim, qui est souvent ressortie dans le week-end, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des arguments que vivre avec le VIH, maintenant, c'est plus si grave, on doit aller bien, il n'y a plus trop d'enjeux, en fait, il n'y a pas des besoins immenses, comme on pouvait le voir auparavant de l'épidémie dans des années un peu plus anciennes. Et c'est quelque chose qui ressortait assez souvent. Donc, on se demandait qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour quand même qu'on puisse écouter ces besoins qui sont quand même existants et qui ne doivent pas être invisibilisés parce que, soi-disant, on vit bien avec le VIH et les traitements. Et donc, on se demandait quels sont les besoins qui doivent être écoutés, nécessaires d'améliorer et pris en compte, que ce soit dans un parcours de suivi VIH, mais aussi dans un parcours santé en globalité et dans la vie quotidienne. Du coup, je vais demander aux participants donc d'aborder, de pouvoir tenter de répondre, en tout cas de proposer des recommandations sur une première partie donc, de thématiques de vie quotidienne avec Candida, du coup, qui va nous parler un petit peu. Merci. Alors, pendant des ateliers
avec tout le monde présent, il a sorti beaucoup, énormément de recommandations. Donc ici, j'ai 2. Donc, il faut accompagner les personnes séropos dans leur sexualité. Pour les associations, mettre en place des espaces d'échange sur la vie affective et sexuelle à des horaires adaptés et ouverts aux couples sérodifférents. Pour les professionnels de santé, parler d'ATASP et de la PrEP pour les personnes séropos. Il y a aussi sorti comme verbatim dans un atelier, la charge virale indétectable, c'est une bonne nouvelle. Ça a changé ma vision sur ma sexualité, car avant, j'avais mis une croix dessous. À mon titre perso, je peux vous dire que pendant l'annonce, en 1983, le médecin m'a dit, dans 3 mois, tu es morte. Donc, j'ai 160 ans, je suis bien vivante. Et je suis mariée. Mais pendant quelques années, j'avais ça dans ma tête aussi. Je ne peux pas me marier, je ne peux pas avoir d'enfants. Je suis mariée avec une personne qui n'a pas le VIH et j'ai 3 magnifiques enfants. Alors, deuxième recommandation, c'est adapter l'accompagnement et la prise en charge aux besoins spécifiques des femmes. Gynécologie, maternité, allaitement, césarienne. C'est égal à s'assurer que les besoins spécifiques des femmes dans leur quotidien sont entendus. À titre perso aussi, je peux vous expliquer qu'en 2020, à la naissance de mon 3e enfant, j'étais obligée à sortir de la maternité en pyjama et en pieds nus, en courant, en disant non, 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 parce que mon médecin n'était pas là. Et un autre médecin il voulait que je fasse une césarienne. Et moi, indétectable, j'ai dit non, c'est pour voix basse. Et elle a insisté, non, c'est une césarienne. Et moi, j'ai dit non, je pars. Et j'ai parti en courant. Voilà. Merci candidat pour ton témoignage. Toujours sur cette idée d'amélioration, d'écoute des besoins, qu'est-ce qu'on peut proposer. On avait aussi une thématique sur la prise en soin tout au long de la vie. Et Raphaël, tu vas nous aborder quelque chose. Bon, pour cette thématique, ça ressorti beaucoup de recommandations, mais j'ai 2 ici pour vous présenter. Donc, la première, c'est d'assurer un parcours de soins complet et une prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH. Donc, c'est-à-dire une prise en charge qui prend en compte la santé mentale, les maladies liées ou non au VIH, les effets indésirables, le non-jugement, le bilan global annuel, les différents traitements, entre autres. La deuxième recommandation que nous avons, c'est d'améliorer la coordination des parcours de santé dans une approche pluridisciplinaire et assurer une communication efficace entre les différents professionnels de santé au bénéfice des personnes concernées. Et nous avons ici un petit verbatim qui a été dit dans les ateliers, qu'on a pu faire ce week-end. Donc, il y a une personne qui a pu dire elle a dit, pour mon cardiologue et d'autres médecins, mon VIH n'existait pas. Et je voudrais juste rajouter qu'il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois par exemple, mon médecin traitant, qui me suit depuis 6 ans et qui sait que j'ai le VIH, m'a ordonné un dépistage pour le VIH. Donc, je ne sais pas si j'ai pleuré, si j'ai ri. Merci, je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, effectivement. Et une autre thématique aussi concernant l'état du droit, du coup, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là sur des questions un peu plus précises sur le droit. On va avoir Cédric et Berthe qui vont nous proposer des recommandations. Alors là aussi, à ce sujet, il y a encore aujourd'hui beaucoup d'inégalités, de discrimination, et notamment ce qui est remonté comme l'une des recommandations, c'est lutter contre les refus de soins, la formation continue avec une montée en compétences des professionnels de santé, l'obligation également par les professionnels de santé d'indiquer les recours contre les discriminations que les personnes vivant avec le VIH peuvent subir, avec une mise en place d'observatoires par les associations, des campagnes de testing pour également documenter les discriminations chez les professionnels de santé. Durant ce week-end, on a pu également entendre une personne qui disait quand j'entends de la part d'infirmières, comment ça se fait qu'il est contaminé alors qu'aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut. À titre personnel, quand on parle de refus de soins, ça me fait énormément écho puisque moi, il y a tout juste 2 ans, un dentiste m'a refusé de me soigner, m'a humilié puisqu'il m'a fait sortir de son cabinet devant la salle d'attente en criant « Je ne m'occupe pas de personnes atteintes de VIH ».
OK. Pour ajouter à ce que M. Cyril vient de dire, moi, je fais une recommandation dans la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH, aussi à l'accès au travail. Nous demandons un développement favorable pour des prises en charge sociales, telles que dans l'AH, avec aussi l'aide pour les personnes avec le RQTH. Et aussi, nous demandons aux entreprises, aux syndicats et aux associations de pouvoir nous aider, voilà, pour notre intégration professionnelle, et surtout les entreprises qui ont moins de 25 personnes. Il faut que ce soit une application, une obligation de pouvoir embaucher des personnes vivant avec le VIH et ayant le RQTH pour leur insertion et pour l'amélioration de nos vies de façon quotidienne. Merci. Merci Berthe et Cédric. Voilà, tu voulais dire quelque chose? Non, je te voyais faire comme ça, c'est pour ça, excusez-moi. Du coup, merci pour ces retours. Bon, du coup, on voit qu'il y a encore pas mal d'obstacles à passer. Du coup, toujours un peu un parcours semé d'embûches assez flagrant sur des éléments récents. Donc effectivement, comme je disais sur les verbatims, ça doit aller mieux, facile à vivre. On voit qu'il y a encore quand même pas mal de freins et qui malheureusement peut freiner assez difficilement certaines personnes qui n'ont pas parfois des ressources pour aller au-dessus. Il y a quelque chose dans le week-end qui est ressorti aussi souvent, c'est la question de la disance, de parler de sa séropositivité, qui reste aussi un obstacle majeur, qui ne devrait pas l'être au final, d'après ce qu'on entend comme quoi ça va mieux. Et du coup, c'est quelque chose qui était vraiment ressorti dans tous les groupes, avec vraiment des enjeux forts. Et Christina, je te laisse prendre un peu la suite sur cette question-là. Merci. Eva. C'est ma collègue. Je confonds de collègues du comité des familles. Ça me va très bien. Oui, comme tu le dis, Lucas, il y a eu beaucoup de témoignages sur la sérophobie et la difficulté de révéler son statut sérologique. Donc une grande peur que l'entourage puisse découvrir ce statut sérologique. Et la raison, c'est qu'il y a eu beaucoup d'avancées scientifiques sur le point médical, le fait qu'une personne qui est sous traitement efficace ne transmet plus. Mais le problème qui persiste, c'est que ce message-là, le grand public ne le connaît pas, parfois même des professionnels de la santé ou autres. Donc il y a un témoignage que j'ai entendu qui résume bien cette réalité, je trouve. C'est nous, les personnes vivant avec le VIH, on sait qu'on ne transmet plus le VIH, mais la société ne le sait pas. Donc ma question que je vais poser aux participants, c'est, selon vous, quels sont les leviers qu'il faudrait mettre en place pour contrer cette sérophobie? Et c'est donc le premier binôme qui va parler de la prise en compte de la diversité, qui va y répondre. C'est Lydienne et Denis. Merci pour la parole donnée. Nous avons retenu plusieurs recommandations. Il y a beaucoup de recommandations émergées. Mais voici ce que nous retenons dans les recommandations que nous voulons faire aujourd'hui. À l'attention des pouvoirs publics, nous demandons, personnes vivant avec le VIH et particulièrement personnes migrantes, que les pouvoirs publics veillent à éradiquer le racisme et l'infantilisation dans l'accueil des personnes étrangères en préfecture et dans toutes les administrations. Moi particulièrement, j'ai failli essuyer un refus lors du dépôt de mon dossier de demande d'étrangers malades à la préfecture, pour la simple et unique raison que la personne qui m'a accueilli pensait que je ne savais pas, je ne connaissais pas les délais de dépôt de dossier. Si je ne les avais pas connus, elle ne me les aurait pas rappelés et je n'aurais pas pu déposer mon dossier. Également, nous demandons que les pouvoirs publics s'assurent de l'accès effectif des traitements dans nos pays d'origine
avant de nous servir des refus de titre de séjour pour étrangers malades. À l'adresse des associations, nous voulons et nous vous prions, s'il vous plaît, appuyez-vous sur vos réseaux partenaires dans nos pays d'origine pour documenter les difficultés d'accès au traitement dont nous faisons face chez nous. Cela nous permettrait d'avoir des titres de séjour. Autre recommandation issue des différents ateliers, réduire les inégalités territoriales dans les offres de soins et le suivi des parcours de santé des personnes qui vivent avec le VIH. Et au cours des différents ateliers, plusieurs expressions sont apparues très spontanément. Nous en avons retenu, en l'occurrence, une que je vais vous donner maintenant. À Montpellier, une personne qui vient d'être contaminée va rester en consultation 1 heure. À Saint-Brieuc, c'est 10 minutes. Merci Lydienne et Denis pour ces paroles très fortes et très importantes. On va parler d'une autre thématique sur l'état du droit et donner des recommandations. C'est donc Cédric et Berthe qui vont nous donner les recommandations sur ce sujet. S'agissant des états des droits, nous recommandons aujourd'hui le développement et la mise en œuvre des politiques de lutte contre la discrimination qui sont à l'égard des personnes vivantes avec le VIH. Parce que nous avons beaucoup de discrimination dans ce milieu. Donc, M. Cédric va vous faire quelques énumérations, vu qu'il a été victime aussi. Alors en effet, la discrimination, elle est toujours persistante envers les personnes vivant avec le VIH, que ce soit dans la société, dans notre communauté également. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais, et je vous sollicite chacun et chacune ici présente, pour qu'on puisse arrêter et stopper en fait de dire VIH égale PD. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est tous et toutes concernés, et moi j'en ai en fait plus que ras-le-bol, tout simplement d'entendre « Ah oui, t'es PD, c'est normal que t'aies le VIH ». Merci Cédric et Berthe. Et donc, pour terminer sur cette question, pour y répondre, c'est Jean-Michel donc, qui va nous donner des recommandations sur la vie quotidienne avec le VIH. Alors, particulièrement sur la sérophobie. Donc, au cours de ces ateliers, la recommandation, 2 recommandations sont sorties. La première, que je vais vous citer, alors, les personnes vivant avec le VIH demandent la mise en place de communication positive, fière, et moi je vais rajouter et adaptée au territoire, sur le VIH, au territoire et aux personnes. J'entends parler de langue, etc., d'origine, etc., voilà. Et au cours d'un atelier qui a lieu ce week-end sur cette thématique, il y a une phrase qui est sortie. Il faut répéter régulièrement I égale I, et pas seulement le 1er décembre. Et moi, je rajouterais, il faut expliquer ce que ça veut dire I égale I, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Voilà, il faut expliquer qu'une personne sous traitement efficace, à charge virale indétectable, ne transmet plus le VIH. La deuxième recommandation qui a émergé, les personnalités publiques, politiques, religieuses, policières, judiciaires, ont une responsabilité dans le changement de mentalité, la lutte contre la sérophobie, la diffusion des bonnes nouvelles, le TASS, la PrEP. Pour cela, ils doivent être formés, sensibilisés et influencés. Et les 2 phrases qui sont sorties sur cette thématique sont « J'ai vécu les violences policières lorsqu'ils ont appris que j'étais séropositif. » Et la deuxième, il faut informer les séro-ignorants.
Merci pour ces recommandations et ces témoignages qui montrent à quel point c'est un poids d'être confronté à de la sérophobie et que la communication est vraiment encore des lacunes auxquelles il faut remédier rapidement pour qu'une personne qui vit avec le VIH puisse plus facilement, si elle le souhaite, le vivre ouvertement et ne se sente pas quasiment obligée de le cacher par peur de ce qui peut lui arriver de terrible lorsque le statut pourrait être révélé. On passe à une prochaine thématique, question, qui va aller plus encore en détail sur les difficultés que vivent certaines communautés qui sont donc les personnes concernées par le VIH présentes ce week-end. Merci Eva. Du coup, ne trompe pas. Et ben oui, ce week-end, du coup, vu que je vous ai montré ces données sociodémographiques assez variées, sur des origines variées et surtout aussi des âges différents des personnes touchées par le VIH, il y a des choses qui sont ressorties sur de l'accès aux soins, l'accès aux droits, qui varient en fonction de critères, comme les critères d'âge ou des critères d'origine. On a eu beaucoup de questions sur des séropos qui vieillissent, du coup, qu'on a autour de la table, qui sont présentés avec du VIH, avec un VIH long, d'une cohabitation longue, d'autres pour plus jeunes. Mais en tout cas, ces questions de retraite se posent. En tout cas, on a dû animer des ateliers sur le droit et l'accès à la retraite, avec des changements qui sont un peu presque récents quand même sur les droits à la retraite, l'âge qui a été décalé. Donc, on observe des changements dans les droits, des reculs sociaux et qui nous posent question. Et en dehors des droits sur le vieillissement et sur la retraite, il y a aussi les questions qui ont été un peu abordées par Lydiane sur le droit concernant la migration, en fait, l'accès au titre de séjour qui est de plus en plus difficile, qui est documenté, qui est verbalisé. Et donc, du coup, c'est une question qu'on voulait aussi traiter lors de cette table ronde. C'était un peu, qu'est-ce que nous, on attend des actions, qu'est-ce qu'on attend comme recommandations, d'actions concrètes qui soient mises en œuvre pour combler ces trous un peu dans la raquette, ces manquements, et puis surtout stopper aussi le recul de ces droits-là. Voilà. Je vais proposer une réponse du coup par Lydiane et Denis aussi, justement, sur une thématique donc, de prise en compte de la diversité. Merci. En effet, aujourd'hui, effectivement, les personnes ont vieilli avec le VIH, heureusement. Et parce qu'on vieillit avec le VIH, il y a plusieurs questions qui sont soulevées par nos aînés, les héros de cette lutte, ceux qui ont survécu, 30 ans, 40 ans de VIH. Ils se sont inquiétés, on a vu. Alors, nous, ensemble, jeunesse et l'ancienne génération, nous demandons qu'il nous soit garanti l'accès aux assurances vie décès et aux garanties décès. Car comme l'a dit l'un de nous, quand on sera mort, qui payera nos obsèques? Et quelqu'un d'autre a dit, à ma mort, je ne veux pas mettre mes proches, mes parents dans la difficulté financière. Autre recommandation autour des enjeux du VIH et du travail. Nous proposons que les professionnels de santé et de la médecine du travail ne doivent pas divulguer le statut sérologique des personnes et doivent être sanctionnés en cas de manquement. Et pour illustrer cela, nous avons retenu une expression, une parole, qui est la suivante. J'ai demandé avant mon entretien à la médecine du travail à mon médecin traitant un conseil. Et il m'a dit, tu ne dis rien. Il y a plein de médecins qui ne savent rien du tout du VIH. Tu ne dis rien.
Merci. Et Anne-Lydie, du coup, je t'appelle sur les questions de prise en soin tout au long de la vie, du coup, sur ces questions-là. Merci. Donc, merci. Cette recommandation va concerner la retraite, puisque les gens âgés finissent par arriver à la retraite. Fort heureusement, on en est très contents. Et on souhaiterait que les conditions d'accès à la retraite pour les personnes vivant avec le VIH soient adaptées. Par exemple, on pourrait prendre en compte seulement les 10 meilleures années. On pourrait prendre en compte aussi les pertes de trimestres liées au VIH, parce que quand on a été malade au long de sa vie, qu'on a dû s'arrêter, qu'on a eu des arrêts maladie plus ou moins longs, plus ou moins très longs, eh bien, on arrive à la retraite et on se retrouve avec pas grand-chose et c'est pas très juste. Et puis, on souhaiterait aussi dans les recommandations que des espaces de repos et de vie pour les personnes vivant avec le VIH soient créés pour ces personnes âgées qui sont souvent mises de côté, maltraitées. C'est assez documenté aussi, me semble-t-il. Et on souhaiterait que ces personnes puissent être... qu'on puisse en prendre soin quand elles arrivent à la fin de leur vie, parce que c'est juste nécessaire. Et pour illustrer ces recommandations, je vais vous citer aussi une parole d'une personne de ce week-end qui a dit « Quand tu arrives à la retraite, que tu as eu par exemple un mi-temps thérapeutique, comme c'est mon cas, eh bien il te manque des trimestres. Et ta pathologie est punitive. » Ça, on n'aimerait plus l'entendre, quoi. Merci Anne-Lydie. Sur ces 3 questions qui ont été présentées, il y a quand même pas mal de recommandations qui en ressortent. Il y a encore un temps sur cette table ronde si on veut partager aussi des recommandations qui ne sont pas ressorties là. On a essayé de synthétiser, c'était un gros travail. Je remercie d'ailleurs nos 2 collègues au fond, Célia et Adrien, pour le taf sur toutes ces recommandations. Merci. Merci. Et donc, vu qu'on a un peu de temps, est-ce que des participants voudraient rajouter des recommandations? Denis, je vois que... Merci. De rien. Voilà donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 40 ans que je suis séropositif. Et maintenant, j'ai envie de rectifier cela et de dire assez de dire séropo. En fait, ça fait 40 ans que je vis avec le VIH, l'ennemi, l'envahisseur. Durant ces sensationnels états généraux, j'ai réalisé que j'ai la chance de faire partie de la première génération de personnes vivant avec le VIH à laquelle il est offerte la possibilité de mourir de vieillesse. Après de multiples combats, hélas pas tous gagnés encore, ne vous plaignez pas, monsieur, vous êtes vivant. Oui, en effet, à l'époque, oui, je ne me suis pas plaint. J'étais vivant. Nous avons donc balisé le chemin pour les générations suivantes. Ne vous plaignez pas, monsieur, des effets secondaires. Vous êtes vivant. Eh bien non. Maintenant, c'est non. Stop. Ça suffit. Défrichons maintenant un nouveau territoire, celui de la qualité de vie avec le VIH à long terme, jusqu'à la victoire. Alors, moi, c'est seulement faire une petite alerte avec 41 ans de cohabitation avec le VIH, avec plusieurs batailles, plusieurs étapes, plusieurs travails, beaucoup de guerres, beaucoup de souffrances, de tout ça. Je me suis rendu compte que, je vous donne l'exemple, à deux semaines, en 2024, le mois de mai,
À 2 semaines, je fais un scanner avec infiltration. L'infirmière était en train de me mettre la perfusion. Elle me demande, est-ce que vous avez quelque chose, par exemple le sida? Et moi, je la regarde. Non, je n'ai pas le sida, mais j'ai le VIH. Elle enlève la main, elle met 2 gants, elle est blanche. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai resté 30 minutes à faire d'éducation thérapeutique en infirmière. Donc, c'est inadmissible. Ça, il faut que ça s'arrête. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, merci. Et pour finir, il faut dire à toute la jeunesse que le VIH, il est là, il continue là. Donc, il faut faire plus de prévention et dire que c'est possible de vivre. Bon, j'ai 60 ans et je suis là. Merci. Merci. Merci pour vos 2 interventions. Est-ce que... Là, tu lèves vraiment la main ou pas? Oui. Ok, bah go, Jean-Michel. J'étais obligé de me lever parce qu'ils sont levés. Bon, bref. Alors, moi, je voulais faire... Alors, je suis originaire de Guadeloupe, les Caraïbes. Donc, je voulais faire un petit focus sur cette partie du monde qui, ça a été dit en plénière. Jean-François l'a rappelé tout à l'heure. Les départements les plus touchés dans l'ordre, Guyane. Je passe au 3e, Guadeloupe. 4e, Martinique. Je reviens au 3e, Île-de-France. Forte communauté antillo-guyanaise. Il n'y a pas de mystère. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc, les PVIH, les personnes vivant avec le VIH de ces territoires, et je pense que les autres aussi, demandent à ce que les moyens alloués à la lutte contre le VIH soient à la hauteur de l'épidémie dans ces territoires. Ils sont loin d'être à la même hauteur. Donc là, il y a... Voilà. Merci. Il faut que vous me disiez stop candidat, parce que sinon je ne m'arrête pas. Hein. Donc, pour rebondir à zéro dernière intervention, PD, candidat. Non, écoute, c'est seulement ça. Stop, zéro, je suis PD, c'est les PD. Il faut aussi stop, zéro, prostituée, stop, usagers de drogue, parce que moi, je suis une ancienne usagère de drogue, je suis une ancienne survivante de la prostitution et j'ai le VIH. Mais c'est aussi pour rebondir stop PD, VIH. Merci. Ah non, il faut couper. On passe aux questions, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? On me fait signe. Je pense qu'il y a d'autres participants, qui voudraient parler. Alors oui, effectivement, je me considère comme jeune séropo, puisque ça ne fait que 8 ans. J'avoue que ce week-end m'a été extrêmement enrichissant de rencontrer des personnes qui vivent depuis de très longues années avec le VIH. Aujourd'hui, moi, je suis encore dans l'incertitude. J'avoue que j'ai du mal à me projeter. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce que j'en retiens, c'est que oui, il est possible de vivre normalement, ou du moins presque normalement, mais j'ai surtout envie de retenir, à l'issue de ces états généraux, bien qu'il est vraiment temps qu'on mette en place des actions, des pouvoirs publics, des professionnels de santé, pour qu'enfin, eh bien, en fait, la honte change de camp et qu'elle vous revienne à vous et non à moi. Eh bien, moi, je suis arrivée en France parce que je n'avais pas le soin qu'il fallait chez moi et je fuyais la discrimination. Je ne voudrais pas fuir la France à cause de la discrimination. Alors, les mêmes moyens qui ont été utilisés pour diaboliser le sida dans les années 80, le même matraquage communicationnel qui a été mis en place pour dire que le sida tue, ces mêmes outils de communication, de publicité devraient être mis en place pour dire que on vit bien, on vieillit, on fait des enfants, on travaille avec le VIH sans que cela ne pose problème à notre voisin. On n'a pas le droit de nous discriminer aujourd'hui en 2024 à cause du VIH.
Je sens qu'il y a d'autres volontés de prise de parole. Moi, je nous souhaite une chose, c'est de pouvoir devenir visible, sans peur et sans se sentir nuisible. Merci. Moi, je me présente comme une personne rassurée, affirmée et j'assume partout. Je vous dis, avec le VIH, on veut, on est et on est être humain. Merci. Alors, au cours... Pardon. Pas. Alors, au cours de ce week-end, j'ai appris que j'étais un dinosaure. Alors, si on doit choisir, je suis un T-Rex. Hein. Donc, voilà. Alors, tout ça pour dire qu'effectivement, les dinosaures, on a quand même un devoir de transmission auprès de tous ces jeunes récemment contaminés, qui sont un peu encore dans le flou, pour leur dire aussi que, alors, par chance, je ne sais pas s'il faut dire ça, vous avez quand même eu, c'est une autre époque, c'est un autre environnement, c'est des traitements qui fonctionnent, c'est moins d'effets secondaires, voilà. Donc, mais ça aussi, c'est un devoir de transmission, parce que toute cette lutte qu'on a eue pendant des années, il faut pouvoir la transmettre à ces jeunes pour qu'ils continuent le combat, parce que le combat est loin d'être terminé. Voilà. Bah, je ne sais pas si je suis le dernier, mais si c'est le cas, c'est un peu difficile de parler après tout ça. Je voudrais juste rajouter je vais juste raconter une petite anecdote. C'était pas vraiment moi qui ai découvert ma séropositivité, c'était ma mère. Et la première phrase que j'ai entendue, c'était « Qu'est-ce que tu as fait avec ta vie ?» Je garde cette phrase toujours avec moi pour dire que j'ai choisi de me battre. Et que jusqu'à aujourd'hui, le fait d'avoir le VIH, ça n'a changé rien. Ça m'a donné encore plus de force pour faire plein de choses que j'ai pu faire dans ma vie et que j'aimerais pour l'avenir. Que les personnes jeunes comme moi, quand j'ai découvert que j'avais 17 ans, puissent en fait avoir les informations nécessaires pour des préventions, comme a été dit, pour qu'ils ne soient pas contaminés, et que deux, si c'est le cas d'être contaminé, qu'elles puissent avoir un suivi digne, avec de respect, et qui n'arrive pas, comme est arrivé avec moi il y a 2 mois, d'être en cabinet d'un médecin qui me redemande un dépistage pour le VIH, ou qui dit qu'en fait, j'ai fait exprès de propager, de contaminer d'autres personnes, parce que, je pense que c'est très dur à entendre ça. Moi, j'essaie des ressources aujourd'hui pour m'en sortir, mais je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore. Et donc, c'est ça que je souhaite pour l'avenir, plus de respect, plus des professionnels qui sont préparés pour nous suivre. Merci. On voulait, alors déjà, de toute façon, évidemment, remercier à nouveau tous les membres de cette table ronde, qui vraiment nous ont fait passer le message. On voulait aussi donc remercier les membres du comité de pilotage qui ont organisé ces états généraux. Je vais citer les associations et les 2 sociétés savantes. Et si les personnes sont présentes, n'hésitez pas à vous lever pour qu'on vous applaudisse aussi. Donc Action Traitement, Act Up Paris, Aide, la LS Lyon, Arcade, Comité des familles, Icambéré, Les Petits Bonheurs, Réseau Santé Marseille Sud et SIDAction, et la SFLS et la SPILF. Merci, merci à vous.
Voilà, avant de repasser la parole à Christophe, je voulais effectivement rappeler à quel point on a été pendant ces 2 jours assommés et tétanisés devant encore toutes ces histoires de discrimination, de stigmatisation, quelles que soient les générations. On avait toutes et tous à un moment enfin je ne sais pas s'il faut appeler ça anecdote, mais en tout cas c'est pas une anecdote, mais un ou plusieurs épisodes de stigmatisation à raconter récents. Parfois on se disait tiens ça lui est arrivé dans les années 80, mais non c'était en 2021, et c'est juste absolument insupportable de devoir aussi nous-mêmes seuls batailler face à ces situations, laisser aussi les associations batailler contre ces discriminations. On a besoin d'un mouvement national, d'un mouvement politique pour nous aider à lutter contre ces discriminations qui tuent plus parfois que le virus lui-même. J'ai dit récemment à Françoise Barré-Sinoussi, qui est la présidente de SIDAction, que finalement je pensais que je n'aurais plus de discrimination le jour où je dirais que je suis séronégative. Donc les chercheurs ont intérêt de se dépêcher à nous trouver une cure et une guérison, parce qu'on continue à vivre. Elle m'a dit vous rêvez, parce que c'est pas quand même demain. Et ben je rêve, et nous rêvons aussi qu'on puisse vivre soit paisiblement à minima avec le VIH, et en tout cas un jour en être débarrassé. Donc merci beaucoup à toutes et à tous, et je passe la parole à Christophe. Je l'adore Florence, elle est tellement pro en plus. Alors, on m'a demandé ce que je retenais de ces 2 jours. Alors, il faut être clair, ce n'était pas forcément mon rêve de passer enfermé 2 jours dans un hôtel, alors qu'il faisait en plus assez beau à Paris. Mais franchement, ces états généraux, moi, ça va rester vraiment comme un moment très, très important, très revigorant. Et j'espère, là c'est un appel, que les prochaines, ce ne sera pas dans 20 ans. Parce que alors, je ne sais pas dans quel état je serai en plus. Et bon. Donc c'est vrai qu'on vient de vous présenter les différentes recommandations des personnes vivant avec le VIH. Et si je peux me permettre une dernière recommandation au pouvoir public, écoutez. Plutôt que de faire appel à des cabinets de conseil qui coûtent un pognon de dingue, oui la ref, écoutez les associations, appuyez-vous sur leurs expertises, écoutez les personnes vivant avec le VIH. Ça ne vous coûtera pas cher et ça peut rapporter gros. Ce que j'aimerais aussi souligner, et là c'est un peu plus mon rôle en tant que Paris sans sida, c'est quand même de garder cette spécificité du VIH. Le VIH n'est pas soluble dans la santé sexuelle. Nous restons vigilants et combatifs, mais je relais l'inquiétude de beaucoup d'associations, de personnes que j'ai aussi entendues ce week-end sur la disparition des Corévis, sur le changement de nom du Conseil national du sida en Conseil national de la santé sexuelle. Nous sommes là aussi pour dire qu'il faut garder notre engagement pour la fin de la transmission en 2030 en France, et pour empêcher que les personnes vivant avec le VIH ne retombent pas dans l'invisibilité. Et ça, je l'ai aussi beaucoup entendu pendant ces 2 jours. Pour conclure, parce qu'il y aurait tellement à dire, mais je voudrais quand même saluer, alors on a dit que la ministre n'était pas là, on ne va pas le redire, que son ministre n'était pas là, on ne va pas le redire, mais je voudrais quand même souligner la présence, et ça c'est mon côté Paris sans sida encore, de 3 adjoints de la maire de Paris, Anne-Claire Boux qui est adjointe à la santé, David Béliard qui est adjoint au transport, à mobilité douce, etc., et à Jean-Luc Romero. Mais là, je veux surtout, et je salue aussi Willy Rosenbaum, qui est quand même un vrai, pour le coup, combattant depuis très longtemps. Et là, je m'adresse en particulier à toutes les personnes vivant avec le VIH dans cette salle, et je sais que certaines n'étaient pas forcément aux états généraux. Déjà, j'ai envie de partager avec vous cette citation d'Albert Camus. « Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. » Et je voudrais rajouter que vous êtes vivantes. C'est les personnes, mais bon, j'aime bien féminiser, je trouve ça cool. Vous êtes vivantes et vous êtes belles. Ne laissez personne vous dénigrer et ne laissez personne vous rabaisser. Nous sommes plus fortes que ce virus. Nous sommes plus fortes que la haine. Je vous propose qu'on se lève, je suis déjà debout, et que voilà, on se dise bravo et merci.